Et à 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On va donc bientôt connaître les archives de l'Élysée concernant le génocide rwandais pour la période 90-95, décision prise par François Hollande. Bonjour Vincent Hugeux. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Première question, on va peut-être se rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda dans ces années-là? Vous y étiez, vous, en 1994. 6 avril 1994, le Falcon 50 qui ramène à Kigali le président rwandais, Juvenal Habyarimana, est abattu. Tir de roquette. Et dès lors, il y a le déclenchement, mais dans les heures qui suivent, d'un immense massacre, d'une sorte d'halali qui vise très prioritairement tous les Tutsis. Car la le minorité pouvoir du pays d'Habyarimana était un pouvoir Hutu. Il avait engagé une sorte de dérive ethniste depuis déjà plusieurs années et des listes avaient été constituées, des milices qu'on appelle les milices Interahamwe, qui signifie dans la langue Kinyarwanda ceux qui attaquent ensemble, eh bien, ont commencé leur sinistre besogne et il y aura environ 800 000 civils massacrés, très majoritairement des Tutsis, donc cible prioritaire des tueurs, mais également des Hutus réfractaires précisément à ce qu'on appelle le Hutu Power, donc ce pouvoir exclusif. Tous les opposants en fait, les Tutsis et les opposants, ça va durer 3 mois. Quel souvenir vous gardez vous de cette période-là, de ce que vous avez vu sur place ? C'est avec les massacres de la Mitidja en Algérie dans les années de plomb, l'expérience professionnelle la plus traumatisante que j'ai vécue, parce qu'on est là dans l'infra-humain. Quand vous avez une mère avec son bébé sur le dos, qui poursuit, machette à la main, une autre mère avec elle aussi un bébé dans les bras, vous n'êtes plus dans une logique simplement de conflit. Vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre du délire, de la démence collective, de par le fait que tous ces individus, qui n'étaient pas tous des massacreurs nés, évidemment, ont été terriblement conditionnés, notamment par un appareil de propagande terrifiant, incarné par ce qu'on appelle la RTLM, la radio-télévision des Mille Collines, qui a véhiculé pendant des mois et des années un message de haine. Si tu ne le tues pas, c'est lui qui te tuera. Alors, on a un tweet de Fran Franouche qui vous demande: la France était-elle au courant des risques de génocide ? Oui. La France était au courant des risques. C'est tellement vrai qu'un ambassadeur qui s'appelle Georges Martre, dès 1990, envoie un télégramme au chef d'état-major particulier de François Mitterrand en attirant son attention. Mais il y a d'autres indices convergents sur cette dérive que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez des chercheurs, vous avez même des gendarmes qui émettent des signaux analogues. Parce que les Français qui sont présents avec un détachement d'assistance militaire, sont extrêmement bien placés pour voir à quel point cette constitution de milice s'inscrit dans une logique d'anéantissement de l'ennemi. 90, c'est 4 ans avant le génocide. Encore un tweet de Chaussis Family. Déclassification, parce que ces documents de l'Élysée vont être déclassifiés, signifie-t-il que l'intégralité des archives seront accessibles ? Qu'est-ce qu'on va déclassifier en fait ? Évidemment non. Le cœur du réacteur du secret d'État ne fait pas partie de ces documents, parce qu'on nous parle de la déclassification des documents de l'Élysée, et seulement de cela. Alors certes, ce n'est pas dénué d'intérêt pour les historiens, pour les chercheurs, pour les familles des victimes, pour ceux qui ont engagé des procédures judiciaires, mais vous aurez des comptes rendus des conseillers militaires ou politiques de l'Élysée. Mais il manque beaucoup. Il manque évidemment à ce stade tout ce qui relève du renseignement militaire, la DRM. Il manque évidemment les documents émanant du ministère des Affaires étrangères, de l'Assemblée nationale, de la Défense. Ça veut dire, Vincent Hugeux, qu'on ne va pas en savoir plus sur le rôle de la France finalement, si ? Il y aura des éléments, des choses, il y aura des éléments complémentaires qui vont corroborer, qui vont attester des hypothèses, qui vont peut-être aussi dissiper des fantasmes. Mais il restera, encore une fois, un noyau de secret qui, en tout cas, à ce stade, ne sera pas dévoilé. Une question de Lionel sur Europe1.fr. C'est très embêtant pour François Mitterrand, cette affaire, non ? François Mitterrand qui était au pouvoir à l'époque. À mon sens, et si Hubert Védrine nous écoute, il en sera furieux. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Assez souvent des échanges un peu rugueux avec lui sur ce sujet. Mais oui, il y a évidemment une forme de responsabilité. Attention, n'entrons pas là encore dans les fantasmes. Quand on dit que la France a organisé ou qu'elle est complice du génocide, à mon sens, c'est totalement erroné. Mais elle a péché à l'évidence par aveuglement en ne tenant aucun compte des indices convergents que j'évoquais tout à l'heure. Et François Mitterrand, au fond, est un homme de son temps. Il a une vision géopolitique un peu archaïque. Pour lui, le FPR, le Front patriotique rwandais, donc de Paul Kagame, l'actuel président du pays des Mille Collines,
eh bien, c'est en quelque sorte le vecteur du pouvoir anglophone, l'allié des États-Unis ou des Britanniques, qui vient enfoncer un coin dans l'Afrique francophone, même si ce qu'on appelait le Rwanda-Urundi était une colonisation belge à l'origine. On a un tweet de 96 Granger. Post-génocide, de nombreux témoignages à Arusha ont témoigné de la présence de soldats français lors du génocide. Vous les avez vus, vous? Non. La présence de soldats français, bien, il y avait des soldats français sur le territoire rwandais, puisqu'encore une fois, il y avait un accord de coopération et il y avait donc des détachements. Simplement, la question est de savoir ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, un soldat français qui est là pour respecter un accord de coopération militaire, ça n'est pas un soldat français qui encadre des massacreurs. La vraie ambiguïté, elle est là. C'est que pouvait-on ignorer à quel point la dérive évoquée tout à l'heure conduisait inévitablement à l'organisation méthodique de massacres? On parlait de François Mitterrand et le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Est-ce que lui aussi peut trembler avec ces documents qui vont être déclassifiés? Il y a une séquence qui est assez troublante et problématique effectivement pour tous les acteurs politiques de cette époque. C'est quand un pouvoir fantoche, qui est en quelque sorte le reliquat du Hutu Power, s'installe et que ces gens sont reçus à Paris. Il y a un ministre des Affaires étrangères rwandais qui est reçu à Paris, à l'Élysée, à Matignon, au Quai d'Orsay. Il y a aussi le coordinateur de ce qu'on appelle les comités de défense de la République, qui en fait sont une émanation politique de ces milices. Et donc il y a toute une période de flottement où le comportement en France est au mieux ambigu. Et en plus, il y a la question des livraisons d'armes. Balladur certifie qu'il met bon ordre à ces livraisons, mais il est à peu près acquis que des livraisons par des canaux officieux, où l'on retrouve par exemple le fameux capitaine Paul Baril, ont opéré en faveur du pouvoir génocidaire. Vincent Hugeux, est-ce que ça peut entraîner des poursuites? Est-ce que c'est prescrit? Est-ce que la République peut trembler? La République, par nature, se doit de trembler, à moins qu'elle ait la conviction que la manifestation de la vérité lui est favorable. Mais de toute façon, des poursuites judiciaires, il y en a. Il y a au tribunal de Paris un pôle crime contre l'humanité qui travaille en ce moment sur une vingtaine de dossiers. C'est une petite équipe, mais qui travaille d'arrache-pied. Et notamment, dans ces dossiers, il y a des plaintes qui portent sur le comportement de tel ou tel militaire français. Ça, c'est vrai. Donc oui, il y a certainement des acteurs qui ont quelques soucis à se faire. Aujourd'hui, quelle est la situation au Rwanda 20 ans après, 21 ans après? Ce qui est terrible, c'est que le pouvoir rwandais est un pouvoir de nature despotique. Simplement, la difficulté de l'exercice, c'est que Paul Kagame, qui a donc été en quelque sorte le héros, puisque c'est lui qui est à la tête de l'armée patriotique rwandaise, enraye la mécanique infernale du génocide. C'est lui qui est président et toute expression de dissentiment ou de critique vis-à-vis du pouvoir est immédiatement mise sur le compte du révisionnisme ou d'une volonté de nier ce qu'a été la réalité du génocide. Donc c'est un pouvoir autoritaire, je dirais même autocratique, simplement qui est une sorte de paradis pour les investisseurs parce que il y a quelque chose de glaçant chez Kagame. Pour l'avoir rencontré, je peux en témoigner. Il y a une rigueur absolue, mais simplement, quand on est au Rwanda, ça fonctionne. Il n'y a pas de dessous de table, il y a peu de corruption. Et c'est une sorte de Singapour des Grands Lacs. Et c'est pas pour rien qu'on a comparé souvent Kagame à Lee Kuan Yew, l'ancien despote éclairé de Singapour, qui est décédé récemment. Merci Vincent Hugeux d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes donc grand reporter à l'Express, avec notamment cette semaine un passionnant reportage sur le Nigeria. Vous êtes également l'auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames, publié aux éditions Perrin. Merci, bonne journée. Merci. Europe 1, 6h53. C'est le plus redoutable des cancers de la peau, le mélanome. Mais si un vaccin en venait à bout, c'est une piste très sérieuse.